L'air matinal à St. Mary Mead était empreint de ce calme particulier qui suit le service dominical. Respectueux, serein et légèrement impatient, comme si le village lui-même écoutait l'écho de sa propre piété. Le long de la ruelle menant au cimetière, la lumière du soleil glissait sur les haies bien taillées, captant le reflet du laiton d'un vélo fraîchement astiqué. C'était le genre de journée qui semblait incapable d'être perturbée, jusqu'à ce que la cloche de l'église sonne une fois, d'un son aigu et creux, longtemps après que les fidèles soient rentrés chez eux. Personne n'était censé tirer sur la corde à cette heure-là. Miss Marple, qui s'était arrêtée à mi-chemin de la taille d'un rosier fané, se redressa lentement. Le son traversa le jardin du presbytère comme une question chuchotée dans la mauvaise pièce. Elle attendit. On s'attend à un carillon ou au silence, pas à une note solitaire, désordonnée et isolée. Mais rien ne suivit. Seul le murmure faible des abeilles et le bruissement d'une page tournée dans la fenêtre ouverte de sa voisine se faisaient entendre. En moins de 10 minutes, St. Mary Mead avait commencé à en discuter. Madame Price Ridley, debout devant son portail avec un air d'intérêt résigné, déclara à Madame Clement qu'il était tout à fait inconvenant de toucher à la propriété ecclésiastique. Madame Clement répondit que c'était peut-être le vent, bien que son ton manquât de conviction. Monsieur Archer, le sacristain, apparut peu après, rouge et essoufflé, insistant sur le fait qu'il avait lui-même verrouillé le clocher. « Personne n'aurait pu entrer », répétait-il, ce qui était précisément la phrase qui faisait que personne ne le croyait. Mademoiselle Marple reposa son sécateur sur la table et rentra dans la maison. De la fenêtre du salon, elle pouvait voir le clocher de l'église encadré entre les rideaux de dentelle. La cloche n'était pas seulement un instrument sonore, mais aussi une habitude. Elle sonnait pour les offices, les mariages, les décès. Sonner sans raison était une offense morale autant que pratique. Elle regarda les petites silhouettes se rassembler près du porche, chacune donnant sa propre version des faits, comme des abeilles se disputant la propriété d'une seule fleur. Au presbytère, le révérend Clément répondait déjà aux questions. Son bureau, qui sentait toujours légèrement le tabac à pipe et l'encre des sermons, était devenu un tribunal improvisé où l'on spéculait. La corde ne pouvait pas bouger toute seule, déclara le colonel Melchett, qui était arrivé à cheval, convaincu qu'une sorte de méfait était en cours. « Vous avez des garçons qui grimpent là où ils ne devraient pas, Clément. Je mettrai un terme à cela, avant que cela ne dégénère en vandalisme. » La définition du colonel de la jeunesse englobait toute personne de moins de 50 ans. Madame Clement, pliant ses gants, ajouta doucement « Ce n'étaient peut-être pas des garçons du tout. Certaines personnes entendent des choses alors qu'il n'y a rien à entendre. » Ses yeux, cependant, se tournèrent vers la fenêtre, comme si elle aussi s'efforçait d'entendre à nouveau cette seule note. Mademoiselle Marple arriva avec un plateau de sablé et un air légèrement inquiet. Elle s'assit sans faire de commentaires, posant la boîte sur la table comme une offre de paix. « Cela semblait assez distinct, » dit-elle. On s'habitue à toutes sortes de bruits dans un village. Le chariot du laitier, le sifflet du facteur, mais une cloche solitaire à une telle heure donne plutôt l'impression que quelqu'un appelle un nom et ne reçoit aucune réponse. Comme d'habitude, sa remarque passa largement inaperçue jusqu'à ce que, plus tard, les gens s'en souviennent avec une précision dérangeante. Pour l'instant, les discussions tournaient autour d'éventuels farceurs, de défauts mécaniques ou de la distraction du vicaire. M. Archer, défendant sa propre compétence, annonça qu'il allait vérifier une nouvelle fois le clocher. Lorsqu'il revint une demi-heure plus tard, son teint avait pris la couleur du parchemin. « La porte était toujours verrouillée, » dit-il d'une voix rauque, « et la corde est bien attachée. Mais... » Il s'interrompit et déglutit. « Il y a quelque chose par terre. » Ces mots tombèrent comme un coup près. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant, ses aiguilles à tricoter toujours sur les genoux, bien qu'elle n'ait pas commencé à tricoter.
Quelque chose demanda-t-elle. Un gant, répondit le sacristain. Un gant de femme, en velours, je crois. Le colonel grogna. C'est absurde. Quelqu'un l'a laissé tomber. Monsieur Archer secoua la tête. C'est étrange, monsieur. Il est juste sous la corde, comme s'il avait été placé là, et... Il hésita à nouveau, regardant mademoiselle Marple comme pour lui demander la permission. Il y a une marque dessus. Une tache sombre, comme de la suie, mais pas tout à fait. Le vicaire se leva. Nous ferions mieux d'aller voir. Mais mademoiselle Marple ne bougea pas. Ses yeux, pâles et pensifs, s'étaient tournés vers l'intérieur. Un gant de velours sous une cloche d'église qui ne sonnait pour personne. Il y avait des schémas dans le comportement humain, disait-elle souvent, aussi prévisibles que ceux du tricot, mais parfois, une maille tombée n'était pas un accident. Parfois, c'était un message. Les autres étaient déjà partis vers le cimetière lorsqu'elle se leva, ajustant son chapeau avec une petite précision. Par la porte ouverte venait le parfum léger de la pierre humide et du polish à la lavande, étrangement mêlé à autre chose, une odeur métallique qui n'appartenait ni à l'un ni à l'autre. L'air avait changé. L'équilibre du village, aussi délicat que de la porcelaine fine, s'était fissuré, même si la plupart ne le voyaient pas encore. Mademoiselle Marple prit son parapluie sur le porte-parapluie et sortit dans la lumière, le regard fixé sur la flèche lointaine. Quelque part au-dessus, cette cloche silencieuse attendait, et en dessous, un gant unique reposait comme une question sans réponse. Le chemin menant à l'église scintillait faiblement sous le soleil de midi, chaque dalle se réchauffant avec une sérénité trompeuse. Mademoiselle Marple marchait lentement, son parapluie tapotant le sol au rythme de ses pensées. Devant elle, elle pouvait voir le petit groupe rassemblé près de la porte du clocher. Le vicaire, madame Clement, le colonel Melchett et le sacristain, tous penchés vers l'intérieur comme des pétales attirés par une fleur inquiétante. De cette distance, la scène pouvait sembler purement sociale, mais il y avait une raideur dans les épaules des hommes, un silence autour de leurs paroles qui trahissait l'intrusion de quelque chose d'indicible dans la vie ordinaire. Lorsque mademoiselle Marple les rejoignit, M. Archer s'écarta immédiatement, peut-être reconnaissant de son autorité tranquille. Le vicaire posa la main sur la poignée et se tourna vers elle avec un sourire faible et inquiet. « Nous étions sur le point d'entrer, dit-il. Je suppose qu'un peu de compagnie ne fera pas de mal. »« En effet, murmura-t-elle, les morts s'opposent rarement aux visiteurs. » Le colonel Melchett lui lança un regard surpris, ne sachant pas s'il devait trouver cette remarque morbide ou simplement typique. La clé du vicaire tourna difficilement dans la serrure et la lourde porte s'ouvrit, laissant échapper un souffle d'air frais et vicié. Des grains de poussière flottaient dans un étroit rayon de lumière, révélant l'escalier en colimaçon qui s'enroulait vers l'ombre. Au pied des marches gisait le gant. Il était plus sombre que ne le suggérait la description de M. Archer. Ce n'était pas le velours neuf d'une tenue de soirée, mais quelque chose de plus ancien, dont le poil était usé et la forme légèrement affaissée, comme s'il avait été manipulé il y a longtemps et récemment dérangé. La tache qui le recouvrait n'était ni de la suie ni de la terre. Elle avait un éclat terne et rougeâtre là où la lumière la touchait. Madame Clement retint son souffle. « Oh, j'aurais préféré que vous n'en parliez pas, monsieur Archer. » Le sacristain s'éclaircit la gorge. « J'ai pensé que c'était mieux ainsi, madame. Je ne pouvais pas le laisser là. » Le colonel Melchett se pencha en grognant et retourna le gant à l'aide du bout de sa canne. « Gauche, marmonna-t-il. Taille femme, petit. Eh bien, ce n'est pas celui du vicaire, c'est certain. Et vous, madame Clement, vous le reconnaissez ?» Madame Clement secoua rapidement la tête, les joues rougissantes. « Je ne pense pas. Ce n'est certainement pas mon style. Plutôt théâtral, vous ne trouvez pas ?»
Mademoiselle Marple se pencha pour l'examiner sans le toucher. « Pas théâtral, dit-elle doucement. Sentimental, je crois que le velours est gaufré. Voyez, dans le motif discret, le long du poignet. C'était à la mode avant la guerre, et les coutures sont faites à la main, bien qu'un peu inégales. Quelqu'un l'a raccommodé lui-même. » Son ton était léger, mais ses yeux s'attardèrent sur la marque discrète, sous le poignet en dentelle. Elle regarda une fois le sacristain, qui pâlissait de minute en minute. « Vous avez dit que la porte était fermée à clé quand vous l'avez trouvée. »« Oui, madame, elle l'était, comme d'habitude. Mais j'ai dû utiliser la clé pour entrer, tout à l'heure. Le gant a donc dû être laissé tomber d'en haut, réfléchit-elle. Ou laissé avant que vous ne fermiez à clé hier soir. » Monsieur Archer fronça les sourcils. « J'ai nettoyé les lieux samedi après-midi. J'ai moi-même poli la corde. Il n'y avait pas de gants à ce moment-là, je peux le jurer. » Le colonel soupira avec impatience. Alors quelqu'un a trouvé un autre moyen d'entrer. Une fenêtre mal fermée, peut-être, ou une clé qui ne devrait pas exister. Il se redressa. « Eh bien, il n'y a plus rien à faire maintenant. Clément, vous feriez mieux d'appeler la police. » Le vicaire hésita. « Pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire? Cela pourrait encore être une chose innocente, une farce. » « Les farces ne laissent pas de traces, » rétorqua sèchement le colonel. Ce fut mademoiselle Marple qui prit la parole ensuite, d'une voix si douce qu'elle attirait davantage l'attention qu'un cri. « Il serait peut-être plus sage de vérifier d'abord si quelqu'un a perdu un gant, » dit-elle. « Il y a peu de femmes à St. Mary Mead qui possèdent des gants en velours, et encore moins qui les porteraient en juin. » Cette suggestion, bien qu'inoffensive en apparence, fit l'effet d'une petite pierre jetée dans une eau calme, créant des ondulations qui se propagèrent dans le groupe. Madame Clément posa ses mains sur ses genoux, presque sur la défensive, tandis que le vicaire fixait le gant comme s'il allait se lever et l'accuser d'un crime indéfinissable. Le colonel Melchett s'éclaircit la gorge. « Oui, bon. Vous avez raison, mademoiselle Marple. Archer, prenez note. Renseignez-vous discrètement, mais ne suscitez pas de ragot. Nous aurons besoin de l'inspecteur si cela s'avère grave. » Une instruction futile, bien sûr. Au moment où le colonel remonta à cheval et se dirigea vers la route principale, 3 versions différentes de l'incident avaient commencé à circuler dans le village. Madame Price Ridley, désormais postée stratégiquement près de la poste, raconta à Madame Hartnell qu'une main coupée avait été découverte dans le clocher. Madame Hartnell, qui avait une mauvaise ouïe mais une imagination débordante, rapporta que le sacristain avait avoué avoir volé des fonds de l'église. À l'heure du thé, le son de la cloche unique avait été réinterprété à la fois comme un avertissement fantomatique et un signal codé entre amants. Pendant ce temps, mademoiselle Marple retourna dans son jardin, mais pas pour poursuivre sa taille. Elle posa ses gants, les siens, propres et en bon état, à côté du rosier, et resta debout à regarder par-dessus le muret en direction du chemin. La journée avait pris un tour trompeur. Ciel lumineux, chant joyeux des oiseaux et léger parfum d'herbes coupées. Pourtant, quelque chose de troublant se cachait derrière tout cela. Le son unique de la cloche résonnait encore faiblement dans son esprit, comme une question restée sans réponse. Elle repensa au gant, à la façon dont il avait été délibérément placé sous la corde. Ce geste avait une signification, comme c'était toujours le cas pour les objets que les gens laissaient derrière eux. Quand on voulait dire quelque chose et qu'on ne pouvait pas, on laissait un objet à la place. Mademoiselle Marple avait déjà vu de tels gestes, dans des salons, dans des jardins, et une fois, il y a longtemps, près d'un étang où une broche cassée en avait dit plus long que son propriétaire n'avait jamais voulu le faire. À 4 heures, la gouvernante du vicaire, la jeune Dora Nash, apparut à la porte de mademoiselle Marple, essoufflée et pâle. « Ils en ont trouvé un autre, » lâcha-t-elle. « Un autre gant, près de la porte de la sacristie. »
Même couleur, même modèle. Mademoiselle Marple la remercia et alla chercher son châle. Quelqu'un a-t-il vu qu'il l'a placé là? Non, madame. Mais madame Price Ridley dit avoir entendu la cloche sonner à nouveau, juste avant. Mademoiselle Marple s'interrompit pour fermer son châle. Une seule fois? Oui, madame. Une seule fois. La répétition du son « une fois » et une seule fois lui sembla particulièrement significative. Ce n'était pas un acte fortuit. Il y avait une intention derrière cette retenue. Celui qui avait sonné cette cloche ne souhaitait pas attirer l'attention. Il souhaitait marquer un moment, comme on pourrait placer une épingle dans le tissu du temps lui-même. Alors qu'elle se dirigeait à nouveau vers l'église, elle remarqua que les ombres s'allongeaient le long de la ruelle. Le calme du matin avait laissé place à ce silence particulier qui précède les mensonges. Par une fenêtre ouverte, elle entendit le faible murmure de la radio, un hymne en mineur qui rendait l'air étrangement plus froid. Le deuxième gant était posé, soigneusement plié, sur le seuil de la sacristie, la paume vers le haut, comme s'il offrait quelque chose d'invisible. Celui-ci était plus propre, trop propre même, comme s'il avait été manipulé avec précaution pour éviter de salir le velours délicat. Miss Marple s'accroupit à côté, le visage impassible. « On dit, murmura-t-elle, qu'une paire de gants en dit long sur les mains qui les ont portés et sur ce que ces mains ont fait. » Derrière elle, la corde de la cloche de l'église pendait immobile. Un léger courant d'air agitait l'atmosphère, frais et légèrement parfumé par le lilas provenant de la haie du cimetière. Il transportait avec lui le son faible et incertain de quelqu'un respirant tout près, mais lorsqu'elle se retourna, le cimetière était vide. Mademoiselle Marple resta immobile, les yeux fixés sur la légère empreinte dans l'herbe près de la marche de la sacristie. Celui qui s'était tenu là avait attendu, une pause trop longue pour être fortuite, comme s'il écoutait une réponse qui ne venait pas. L'air retenait son souffle avec elle, chaque feuille de la haie d'if, immobile. Puis, un bruit le rompit, le léger frottement de chaussures sur le gravier derrière elle. Mademoiselle Marple, c'était l'inspecteur Crail, récemment muté dans le district, un homme grand, avec une posture qui trahissait à la fois sa courtoisie et son autorité. Son ton, bien que poli, trahissait une légère incrédulité, commune aux nouveaux venus qu'il a rencontrés au milieu d'une situation inexplicable. « J'aurais dû me douter que vous seriez là avant moi. » Elle se retourna avec un petit sourire. « Bonjour, inspecteur. Quelle journée agréable pour des événements étranges. » Il souleva son chapeau, mais ses yeux s'étaient déjà posés sur le gant. « Ce serait le deuxième, dit-on. »« Où est le premier ?»« Dans le clocher, » répondit-elle. « Il est toujours là, je crois. Ils semblent arriver comme des signes de ponctuation assortis. Un au début, un à la fin. » Il fronça les sourcils. « Vous voulez dire que vous pensez qu'il y a un message dans tout cela ?»« Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, que la plupart des choses sont des messages si on les lit sous le bon angle. » Crail s'accroupit, prenant soin de ne pas perturber la scène. Il souleva délicatement le gant dans un mouchoir. Pas d'étiquette, pas d'initiale, juste de bonne qualité, de fabrication ancienne, pas bon marché non plus. Il se redressa. « Le colonel a dit que vous étiez présente lorsque le premier a été trouvé. »« Oui, tout à fait par hasard. Et maintenant, un autre apparaît, et vous êtes à nouveau la première sur les lieux. » Son sourire était professionnel, presque taquin. « Vous semblez avoir un don pour les coïncidences, mademoiselle Marple. »« Les coïncidences, dit-elle doucement, ne sont que des schémas qui attendent d'être remarqués. Je pense que c'est plus une habitude qu'un don. » Il l'observa un instant, puis expira. « Bon, nous allons emporter les deux gants pour les analyser. Mais Dieu seul sait ce que cela nous apprendra dans un endroit comme celui-ci. » Il fit un geste vague en direction des rangées tranquilles de pierres tombales.
Si quelqu'un essaie de faire des bêtises, il a choisi le public le plus calme possible. À ce moment-là, Dora Nash réapparut, tenant les coins de son tablier comme un bouclier. « Inspecteur, monsieur, » dit-elle, essoufflée. Madame Price Ridley dit qu'un colis a été déposé devant sa porte. Il est emballé dans du papier brun et ficelé. Elle pense que c'est peut-être une bombe. Mademoiselle Marple poussa un léger soupir. « Madame Price Ridley, » murmura-t-elle, « n'a jamais fait confiance aux colis anonymes, surtout depuis le malheureux incident de son neveu avec le pudding de Noël. » Crail eut l'air alarmé. « Une bombe !»« Il était rempli de raisins secs, » dit doucement mademoiselle Marple. « Le pudding, je veux dire, pas le colis. Mais à l'époque, elle soupçonnait plutôt son neveu d'avoir essayé de l'empoisonner. » L'inspecteur cligna des yeux. « Eh bien, quoi qu'il en soit, je ferais mieux d'aller voir. » Ils traversèrent ensemble le cimetière, l'herbe effleurant leurs chaussures dans un murmure de secret. Les cottages au loin semblaient paisibles dans la lumière de l'après-midi, leurs rideaux tirés pour se protéger de l'éblouissement. Alors qu'ils s'approchèrent du portail de Madame Price Ridley, le colis incriminé apparut. Une boîte carrée soignée, effectivement emballée dans du papier brun et ficelée, posée dignement sur la marche. Un léger parfum de lavande s'en dégageait. Crail fit signe à tout le monde de reculer, puis se baissa et écouta. « Pas de tic-tac, » dit-il. « C'est déjà ça. » Il défit soigneusement la ficelle et retira le papier. À l'intérieur se trouvait un morceau de tissu plié, encore une fois en velours, sombre et lisse, et à l'intérieur, à la grande surprise de tous, se trouvait une petite cloche en laiton dont le battant avait disparu. Madame Price Ridley eut le souffle coupé. « Oh, oh, quel symbolisme! Je vous avais dit que cela signifiait quelque chose de maléfique. Une cloche sans battant. » Miss Marple, cependant, ne regardait pas la cloche, mais le tissu. « C'est le même tissu que les gants, » dit-elle doucement. « Mais il est plus ancien, le velours est usé. Je pense qu'il faisait autrefois partie du même vêtement, peut-être un châle ou une étole. » Crail l'examina pensivement. « Nous avons donc maintenant 2 gants et une cloche, tous liés d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous un lien, mademoiselle Marple ? » « Je vois, » répondit-elle, « que quelqu'un souhaite parler de silence. » Madame Price Ridley cligna des yeux. « Silence ? Oui, une cloche qui ne peut pas sonner, des gants qui cachent les mains. Tout cela est très sobre, ne trouvez-vous pas ? Presque poli. » L'inspecteur eut un petit rire. « Vous en faites une œuvre d'art, madame. »« Le mal, » dit mademoiselle Marple, « est souvent ordonné. » Son ton était si calme que Madame Price Ridley renonça à protester. L'inspecteur emballait soigneusement la cloche et le tissu, son scepticisme initial ayant fait place à un léger respect. « Je vais faire examiner ça, et j'aurai besoin des noms de toutes les personnes qui ont accès à l'église. Archer, le vicaire, sa femme, tous ceux qui ont les clés. »« Bien sûr, » dit mademoiselle Marple. « Mais vous devriez peut-être commencer par Madame Finch. » « Qui est-ce ? » ?»« Notre organiste. Elle s'est mariée dans cette église il y a 30 ans, cette semaine. Mais son mari ne vient plus. Que rarement. Il passe son temps à pêcher sur la rivière, une occupation, ajouta-t-elle délicatement, qui laisse un homme avec trop de silence. Crail leva brusquement les yeux. « Vous pensez qu'elle est impliquée ? » ?»« Oh non, » répondit immédiatement mademoiselle Marple. « Je pense qu'elle a peur, ce qui est assez différent, même si cela peut sembler identique. » Il prit une note dans son carnet, tout en continuant à l'observer. « Vous remarquez beaucoup de choses, mademoiselle Marple. »« C'est normal, quand on est calme, » répondit-elle. Ce soir-là, pendant que l'inspecteur menait ses interrogatoires, mademoiselle Marple était assise à sa fenêtre avec son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement au rythme de ses pensées.
Le soleil s'était couché derrière la flèche, laissant une étroite bande de lumière rose dans le ciel. Au loin, un enfant rit, puis s'arrêta brusquement, comme si on l'appelait à l'intérieur. Elle regarda une fois de plus vers l'église. Les fenêtres étaient sombres, mais une faible lueur bougeait à l'intérieur, comme la lumière d'une bougie vue à travers l'eau. Elle vacilla une fois, puis disparut. Mademoiselle Marple ne se leva pas. Elle avait vu trop de lueurs étranges dans sa vie pour se précipiter à leur poursuite. Au lieu de cela, elle compta à nouveau ses mailles. Le motif, autrefois si simple, avait commencé à prendre une forme inattendue. À 9 heures, on frappa à sa porte. C'était Madame Clement, pâle et essoufflée. « Ils ont trouvé autre chose », murmura-t-elle. « Dans les fonds baptismaux. Une note. » Mademoiselle Marple posa son tricot. « Un mot, ma chère. Que dit-il » La voix de Madame Clement tremblait. Il dit « À qui la cloche sonne ?» Les mots restèrent suspendus entre elles, austères et définitifs, comme le son d'une vraie cloche. Mademoiselle Marple reprit son châle, les yeux calmes, mais animés d'une sorte de curiosité triste. « Les morts, dit-elle doucement, ont leur manière. Mais les vivants... Oh, les vivants peuvent être très impolis lorsqu'ils veulent pas faire passer un message. » Elle sortit dans la nuit, l'air frais l'enveloppant comme un secret. De quelque part au-dessus du village, un léger grincement métallique se fit entendre. La cloche bougeait dans son support, bien qu'aucune main ne l'ait touchée. L'air nocturne vibrait faiblement, comme imprégné de secret. Mademoiselle Marple traversa le cimetière à pas prudents, la lumière de sa lanterne tremblant sur les pierres tombales comme une pensée qui refuse de se fixer. Les fonds baptismaux se trouvaient sous la fenêtre ouest, l'eau à l'intérieur, ondulant légèrement, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent. Sur le rebord gisait un papier plié, dont les bords étaient humides et gondolés, comme si quelqu'un l'avait placé là avec révérence ou précipitation. L'inspecteur Crail était déjà là, les manches retroussées, le visage crispé dans un froncement de sourcils déterminé, propre à un homme qui se méfie des énigmes. Le vicaire se tenait à ses côtés, anxieux et pâle, tandis que Madame Clement s'attardait près de l'allée, serrant son livre de prière comme s'il pouvait la protéger du scandale. La lumière des bougies dorées, les ferrures en laiton, et se reflétait sur les légères traces d'humidité qui assombrissaient le sol en pierre. Crail se retourna lorsque Mademoiselle Marple entra. « Vous faites partie des meubles, madame ?» dit-il sans ironie. « On dirait que chaque nouveau rebondissement vous amène avec lui. »« Le mobilier peut être très révélateur, inspecteur, » répondit-elle doucement. « Vous seriez surpris de voir combien de poussière s'accumule sous les objets que les gens préfèrent ne pas déplacer. » Il poussa un petit soupir amusé et tendit la note dans sa main gantée. Je l'ai trouvée exactement comme Madame Clement l'avait dit. Aucune signature. L'encre était encore humide quand elle est entrée. Mademoiselle Marple lut les mots. Pour qui sonnait le glas? L'écriture était féminine, soignée, légèrement tremblante à la fin de chaque lettre. Ce n'était pas l'écriture d'une jeune personne, mais de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'écrire souvent. Elle la rendit pensivement. « Une déclaration ou une accusation, à votre avis ?» demanda le vicaire, la voix tendue. « Ni l'un ni l'autre, » répondit-elle. « Une sorte de confession. Mais elle ne précise pas de qui. » Crail plia soigneusement la note. « Nous allons tester l'encre, voir ce qu'elle nous apprend. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « L'encre ment rarement, inspecteur. Mais les gens... Ah, ils ont du talent. » Madame Clement perdit son sang-froid. « Vous ne pensez pas que cela pourrait être l'une des choristes? Elles ont les clés de la sacristie, vous savez. Et il y a eu des rumeurs, la semaine dernière, selon lesquelles Madame Finch se serait disputée avec son mari à propos d'argent qui aurait disparu. »« De l'argent ?» demanda Crail en levant les yeux. « Les fonds de l'église ?»« Oh, pas exactement.
répondit précipitamment madame Clement. Juste une petite affaire concernant la réparation de l'orgue. Monsieur Finch s'occupe de la comptabilité. Tout cela est très ennuyeux. L'expression de mademoiselle Marple resta sereine, mais ses yeux passèrent de madame Clement au baptistère. Les ondulations s'étaient apaisées, mais une ombre légère persistait sous l'eau, quelque chose de plus sombre qu'un reflet. Elle se pencha, sa lanterne effleurant la surface. Un bouton brillait, en nacre, délicat, attaché à un fil de velours déchiré. L'inspecteur le repêcha avec précaution. « Encore le même tissu », murmura-t-il. « Cela fait 4 morceaux attachés ensemble. Les gants, le châle, le voile de la cloche et maintenant ceci. » Le vicaire pressa une main tremblante contre son front. Quel sens tout cela peut-il bien avoir? Nous ne sommes pas dans un mélodrame, mademoiselle Marple. C'est une église paroissiale. Les êtres humains, dit-elle doucement, apportent leur mélodrame avec eux, révérents. Même dans les lieux saints, surtout là-bas. Il ne dit rien de plus, mais sa femme détourna le regard, les lèvres serrées. Ils quittèrent l'église ensemble. La lumière de la lanterne éclairait le chemin, dorant le lierre qui s'enroulait autour des pierres. De quelque part, près du presbytère, venait le faible grincement d'une chaîne de vélo. Quelqu'un partait précipitamment. Crail entendit également le bruit et fit signe à un agent qui attendait près du portail. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans la ruelle, il ne restait plus que l'odeur de l'huile et une seule trace dans la boue. Quelqu'un qui n'a pas envie de se montrer au grand jour, marmonna Crail. Archer, peut-être. Il a été nerveux toute la soirée. Mademoiselle Marple secoua la tête. Monsieur Archer ne ferait jamais de vélo si tard. Ses genoux ne le lui permettaient pas. Non, c'était quelqu'un de plus jeune, mais pas un garçon. Le bruit était régulier, pas nerveux. « Vous avez l'oreille fine », remarqua-t-il, presque admiratif. On apprend à écouter quand on n'est pas souvent entendu. À la porte, madame Clement s'excusa. « Je dois vraiment m'occuper du thé », dit-elle d'une voix cassante. Son mari, encore sous le choc, la suivit. L'inspecteur et mademoiselle Marple restèrent seuls un moment, la nuit les enveloppant de son silence. « Dites-moi, » demanda-t-il brusquement, « pensez-vous que tout cela, les cloches, les gants, les notes, soit le prélude à quelque chose de pire ?» Mademoiselle Marple réfléchit. « C'est déjà pire, inspecteur. Nous n'en avons simplement pas encore vu la forme. » Il fronça les sourcils. « Vous voulez dire que quelqu'un est en danger. Il y a toujours quelqu'un en danger lorsque la culpabilité devient solitaire. » Dit-elle, elle commence à se manifester. Le lendemain matin, la pluie tomba, fine, incessante et étrangement purificatrice. St. Mary Mead semblait assaigie sous la pluie, les haies courbées, les rideaux tirés. La cloche de l'église resta silencieuse. À la poste, on vit Madame Price Ridley discourir sur le châtiment divin, tandis que Mademoiselle Hartnell insistait sur le fait que le diable ne s'intéressait qu'aux villes. Personne ne mentionna qu'elles avaient toutes deux assisté à la messe matinale, lorsque la cloche sonna à nouveau, bien qu'aucune des deux ne put dire plus tard quel hymne avait suivi. L'inspecteur Crail passa la journée à recueillir des dépositions. Le récit de M. Archer resta inchangé. Madame Finch n'ira tout savoir, ses mains tremblant seulement lorsqu'elle mentionna l'absence de son mari. « Parti pêcher », dit-elle, bien que personne ne se souvienne l'avoir vu partir. Le vicaire se retira dans son bureau, annulant la répétition de la chorale prévue dans l'après-midi. « Mieux vaut ne pas remuer l'air », dit-il faiblement, comme si la culpabilité pouvait se propager dans un courant d'air. Mademoiselle Marple, lui, rendit visite avec un panier de scones, que Madame Clement reçut sans enthousiasme. « Vous devez nous trouver de piètres hôtes, Jane », dit-elle en esquissant un sourire. « Mais la maison semble étrange aujourd'hui, comme si quelqu'un écoutait. » « Je pense que c'est le cas.
murmura mademoiselle Marple en posant le panier. Les maisons ont une longue mémoire. Elle parlait avec l'autorité douce de l'expérience, et madame Clement ne dit rien. Le vicaire les rejoignit, l'air solennel. L'inspecteur Crail me dit qu'il soupçonne un grief personnel derrière cette affaire. Êtes-vous d'accord? Je pense que oui, répondit mademoiselle Marple. Les actes anonymes le sont toujours. L'anonymat fait partie du plaisir. Il eut l'air surpris. Du plaisir? Oh oui, dit-elle doucement. La vengeance cherche rarement la justice, seulement l'attention. Elle veut que le monde remarque sa retenue. La pluie s'intensifia dehors, tambourinant sans discontinuer sur les vitres. Pendant un instant, le bruit devint presque hypnotique. Puis, sous ce bruit, un autre son se fit entendre. Un son grave et délibéré provenant du clocher. Une fois, 2 fois, puis le silence. Le vicaire bondit, pâle. Bon sang, encore! Crail apparut quelques instants plus tard, trempé, l'air sombre. « Nous avons fouillé la tour, dit-il. Il n'y avait personne, mais Archer a trouvé des empreintes de pas menant du chemin de la sacristie vers la rive. Elles s'arrêtent à mi-chemin dans les roseaux. » Madame Clement se saisit la gorge. « Oh, pas par ce temps. Personne n'oserait. » Miss Marple resta immobile. « Vous dites qu'elle s'arrête, dit-elle calmement. Est-ce qu'elle s'arrête près de l'eau? Oui, répondit l'inspecteur. Juste au bord. Il y a aussi une trace de vélo. Des roues fines, ça pourrait appartenir à Finch. Le vicaire s'effondra dans son fauteuil en murmurant « Mon Dieu !» Mademoiselle Marple prit son parapluie. « Inspecteur, je pense que vous feriez mieux d'aller chercher une lampe. Nous trouverons ce qui manque avant que la marée ne le fasse. » Il hésita. « Vous pensez qu'il y a quelque chose dans la rivière? »« Non, » dit-elle doucement. « Quelqu'un. » Dehors, la pluie s'était calmée, laissant le monde dans un silence trop complet pour être paisible. Le clocher se dressait, sombre, contre le ciel, sa silhouette silencieuse se reflétant faiblement dans le chemin inondé. Alors qu'il se dirigeait vers la rivière, une petite forme flottait contre les roseaux. Un chapeau, détrempé, bordé de velours, indubitablement féminin. Le chapeau tournait doucement avec le courant, son bord en velours assombri par la pluie, comme s'il s'inclinait devant une douleur intime. Mademoiselle Marple s'approcha à gué, ses bottes s'enfonçant dans la terre détrempée, et tendit le manche incurvé de son parapluie. L'eau reflétait la lanterne, projetant une lueur vacillante sur son visage. L'inspecteur Crail se tenait derrière elle, stabilisant la lumière, dont le faisceau tremblait faiblement sur les roseaux. « Attention !» murmura-t-il. « Je fais toujours attention », répondit-elle en tirant le chapeau vers la rive. Le velours était saturé, mais sous son poids, quelque chose résistait, une forme trop ferme pour être du tissu imbibé d'eau. Elle le souleva délicatement. Une petite broche en argent en forme d'oiseau était accrochée à la doublure. Crail s'accroupit. « C'est du beau travail. Ça ne doit pas être bon marché. »« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Et le fermoir est cassé, vous voyez. Il a été arraché plutôt que détaché. » Il leva brusquement les yeux. « Vous pensez qu'il s'est détaché pendant une lutte? Je pense, dit-elle, que quelque chose a été retiré à la hâte. Peut-être pour cacher ce qui n'aurait pas dû être vu. » Les roseaux bougèrent légèrement derrière eux. Une ondulation, puis le calme. Crail dirigea sa lanterne vers le bruit, mais il n'y avait rien d'autre que des ombres. Pourtant, les yeux de mademoiselle Marple suivirent une autre direction, vers la faible lueur d'une fenêtre de cottage de l'autre côté du champ. C'était celle de madame Finch, la maison de l'organiste, à peine visible à travers les arbres. Quand ils arrivèrent, la pluie s'était transformée en une fine bruine. Les rideaux étaient tirés, mais celui du bas était coincé dans le loquet, laissant passer un mince filet de lumière. Crail frappa à la porte.
Pas de réponse. Il frappa à nouveau, plus fort. Enfin, des pas lents se firent entendre à l'intérieur, et la porte s'ouvrit prudemment d'1 centimètre. Le visage de Madame Finch apparut, pâle et bouffi à cause des pleurs. Sa voix était basse. « Inspecteur, je vous ai entendu dehors. Je n'ai rien fait de mal. »« Cela reste à voir, madame, » répondit Crail d'un ton neutre. « Cela vous dérange si nous entrons ?» Elle hésita, puis s'écarta. L'air à l'intérieur était chargé d'une odeur de bois humide et de cire à la lavande. Le salon semblait avoir été récemment fouillé. Un coussin était tombé par terre, une tasse de thé était renversée, un châle avait disparu de son crochet. Mademoiselle Marple jeta un coup d'œil au piano dans le coin. Un livre de cantiques était ouvert, la page tachée de larmes. Elle vit que le morceau s'intitulait « Pour ceux qui sont en péril sur la mer ». Crail ne perdit pas de temps. « Où est votre mari » Madame Finch se tordit les mains. « Il est parti à la rivière. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Il n'est pas revenu. »« Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?»« Cet après-midi. Il a dit qu'il serait rentré pour les vêpres. » Elle jeta un regard vers mademoiselle Marple. « Vous ne pensez pas que... »« Nous ne pensons rien pour l'instant, » répondit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Seulement qu'il y a eu beaucoup de silence là où il aurait dû y avoir du bruit. » La femme eut un rire étouffé. « Du bruit? Vous voulez dire cette horrible cloche? Oh, cette cloche nous a maudits. C'est sa faute, ça a toujours été sa faute. »« Qui, madame Finch ?»« Mon mari. » Les mots sortirent précipitamment. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque fois que quelque chose le troublait, il grimpait dans cette tour, que ce soit à minuit ou au petit matin, peu importait. Il disait qu'il devait vérifier le mécanisme. Mais il ne vérifiait rien. Oh, je ne sais pas, écoutait quelque chose qui ne répondait jamais. Sa voix se brisa et elle se détourna. Crail fronça les sourcils. « Vous dites qu'il l'a fait sonner, les nuits avant que cela ne commence ?»« Je dis qu'il ne pouvait s'empêcher de l'entendre, » murmura-t-elle, même quand personne d'autre ne l'entendait. Miss Marple l'observait attentivement, remarquant le tremblement de ses mains, non pas dû à la culpabilité, mais à l'épuisement. Sur la cheminée se trouvait une photo du couple dans leur jeunesse. Elle rayonnante, lui raide et maladroit, les yeux fixés quelque part au-delà de l'appareil photo. Une étole en velours encadrait ses épaules, légèrement décorée du même motif en relief que les gants. « J'aimerais voir ce châle, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il a disparu, » répondit madame Finch. « Il a disparu la semaine dernière. » Je pensais l'avoir égaré. Crail échangea un regard avec mademoiselle Marple. « Disparu, comme le reste. » Ils quittèrent le cottage peu après, la porte se refermant doucement derrière eux. Le brouillard s'était épaissi, enveloppant le chemin d'un gris changeant. La cloche de l'église se profilait devant eux, sa silhouette sombre indistincte. Crail ralluma sa lanterne. « Si Finch n'est pas rentré chez lui, » dit-il, et que les traces de son vélo s'arrêtent à la rivière. « Oui, » murmura mademoiselle Marple. « Alors soit il est dans l'eau, soit il veut nous le faire croire. » L'inspecteur acquiesça d'un signe de tête sombre. « Nous enverrons des hommes draguer la rivière dès l'aube. » Ils se séparèrent au carrefour. Lui se dirigea vers le poste de police, elle vers son cottage. Le village était silencieux, mais chaque fenêtre semblait retenir son souffle. Elle marchait lentement, ses pensées tournoyant comme des papillons de nuit autour d'une flamme. Le schéma commençait à se dessiner, faiblement mais sûrement. 2 gants, une cloche sans battant, un mot promettant un bup, un chapeau dont personne ne revendiquait la propriété. Et tout cela relié par une seule chose, le son qui aurait dû retentir mais qui ne retentit pas. Arrivée à sa porte, elle s'arrêta, entendant le faible grincement de roues sur le gravier. Un vélo avançant prudemment dans le brouillard. Elle attendit, à moitié cachée par la haie.
Le cycliste passa, sans allumer sa lanterne, le col de son manteau relevé. Trop petit pour être Finch, trop rapide pour être innocent. Elle aperçut la silhouette d'un panier attaché à l'arrière. Quelque chose à l'intérieur brillait, faiblement, du laiton peut-être, ou de l'or. Elle ne le suivit pas. Au lieu de cela, elle rentra chez elle, alluma sa lampe et mit de l'eau à bouillir. Sur sa table, elle disposa ce dont elle se souvenait, les gants, le velours, la cloche, le mot. Chaque objet évoquait la dissimulation, des choses destinées à étouffer, à adoucir, à faire taire. Elle écrivit une ligne soignée dans son carnet. Chaque son a besoin d'une main pour le déclencher et d'un cœur pour souhaiter qu'il soit entendu. Son thé refroidit, intact. À l'aube, un cri retentit depuis la rive. Les chercheurs avaient retrouvé quelque chose accroché dans les roseaux, une forme recouverte de boue et de velours. L'inspecteur Crail arriva quelques minutes plus tard, le visage tendu, son manteau trempé par la brume matinale. « C'est lui », dit-il doucement. « Finch, noyé. Il est là depuis hier soir, au moins. » Mademoiselle Marple regarda le corps recouvert. « Y avait-il une épingle à chapeau, inspecteur ?» Il cligna des yeux. « Une quoi ?»« Une épingle à chapeau, » répéta-t-elle doucement. Il y en a généralement une, quand la culpabilité insiste pour s'attacher. Il ne dit rien, mais son regard se porta nerveusement vers le clocher de l'église, où les premières lueurs du matin effleuraient la cloche silencieuse. Mademoiselle Marple se détourna, le visage impénétrable. « Il a entendu quelque chose, après tout, » dit-elle doucement. Mais trop tard pour y répondre. Et tandis qu'elle retournait vers la ruelle, l'air remua légèrement, comme un léger tremblement métallique venant d'en haut, comme si la cloche avait respiré dans son sommeil. La faible vibration métallique semblait s'attarder dans la brume, un écho sans source. Mademoiselle Marple s'arrêta en plein élan, son parapluie reposant légèrement sur le gravier. L'air lui-même semblait étrangement attentif, comme s'il écoutait quelque chose qu'elle n'avait pas encore dit. Puis, tout aussi doucement, le son disparut. Elle reprit sa marche, l'air serein, mais l'esprit tranquillement occupé à tisser des liens invisibles pour les autres. Au moment où elle atteignit son portail, les premiers villageois commençaient à s'agiter. Les rideaux bougeaient, les bouilloires sifflaient. L'illusion d'une vie ordinaire se réaffirmait, comme toujours après une tragédie. Pourtant, Mademoiselle Marple savait que derrière chaque théière polie et chaque foyer rangé se cachait un tremblement, la conscience que quelqu'un qui avait pris le thé parmi eux la veille gisait désormais sous un linceul. La cloche n'avait sonné pour personne, et maintenant elle avait fait son choix. L'inspecteur Crail arriva une heure plus tard, le visage tendu, l'air affairé. Il refusa le thé, même s'il semblait en avoir besoin. « Nous avons terminé les formalités, » dit-il. Le docteur Hayward a confirmé qu'il s'agissait d'une noyade. Aucune blessure ne laisse penser qu'il s'agisse d'un acte violent, mais la boue rend difficile toute certitude. Le coroner aura le dernier mot. Mademoiselle Marple acquiesça. Et Madame Finch ? Elle est chez elle, sous le choc bien sûr. Elle est convaincue qu'il s'agit d'un acte désespéré. Il hésita. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Selon les voisins, ils se disputaient depuis des mois, à propos d'argent, de caractère, d'alcool. Elle insiste sur le fait qu'il était devenu hanté par les sons, selon ses propres termes. Elle affirme qu'il entendait la cloche, alors qu'elle ne sonnait pas. Le regard de Mademoiselle Marple se posa sur ses rosiers, encore lourds de pluie. Certaines personnes entendent leur conscience de cette façon. Elle a la curieuse habitude de choisir des sons familiers. Crail esquissa un sourire, ne sachant pas si elle plaisantait. Nous allons bien sûr examiner ses finances et la clé du clocher. Il s'avère que Finch en avait un double. Cela explique comment il a pu sonner sans être remarqué. Oui, dit Mademoiselle Marple. Cela explique comment.
Elle le regarda à nouveau. Mais pas pourquoi. Il fronça les sourcils. Pourquoi faut-il l'expliquer? Une conscience coupable, un esprit morbide, peut-être? Non, l'interrompit-elle doucement. Monsieur Finch était beaucoup de choses, j'ose le dire, mais pas imaginatif. S'il a sonné la cloche, c'est pour une raison. On ne sonne pas secrètement une cloche d'église sans vouloir être entendu. Creel soupira en se frottant la tempe. Vous en faites un sermon. C'est peut-être le cas, dit-elle doucement. Seulement, nous n'en connaissons pas encore le texte. Quand il partit, elle s'assit près de la fenêtre, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux de dentelle. Le jardin au-delà semblait serein, mais la paix semblait fragile, comme si elle reposait sur quelque chose qui pouvait changer à tout moment. Elle pensa à Madame Finch, à ses mains tremblantes, à sa voix pleurnicharde et au châle disparu. Ce motif de velours en relief avait couru comme un fil discret à travers tout. Gants, étoles, chapeau et maintenant broche. Les parures d'une femme, éparpillées comme des miettes de pain le long d'un chemin moral. À midi, Madame Clement appela, officiellement pour apporter du réconfort, mais plus probablement pour échanger ses inquiétudes. Son ton était modéré, mais ses yeux brillaient de curiosité. « C'est affreux, Jane, tout à fait affreux, et dire qu'il jouait de l'orgue tous les dimanches. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il va advenir de la pauvre Madame Finch maintenant. »« La vie continue, ma chère, » murmura Mademoiselle Marple, « même si elle n'oublie jamais tout à fait. » Madame Clement soupira. « Vous avez raison, bien sûr. Mais les gens parlent. Il y a cette jeune femme de chambre, Dora Nash. Elle se comporte bizarrement, dit-on. Elle se rend régulièrement au cimetière la nuit. Quelqu'un l'a vue là-bas, avec une lanterne. Peut-être pour prier, suggéra Mademoiselle Marple. Peut-être, dit Madame Clement, peu, un inconvaincu. Ou peut-être pour rencontrer quelqu'un. Après son départ, Mademoiselle Marple se trouva incapable de se reposer. Elle avait toujours cru que le comportement humain, comme la terre d'un jardin, révélait ses secrets à ceux qui avaient la patience de s'en occuper. Le soir venu, elle décida que la terre ici avait besoin d'être un peu labourée. Elle attendit jusqu'au crépuscule. La pluie avait cessé, laissant un léger parfum de terre humide et de lys. Le cimetière était calme, les pierres tombales scintillaient sous un ciel pâle. Une seule lumière vacillait près de la sacristie, une lanterne qui se déplaçait lentement parmi les pierres. Mademoiselle Marple suivit le chemin étroit, ses pas silencieux. En s'approchant, elle aperçut la silhouette, Dora Nash, petite et menue, les cheveux humides et défaits, les yeux rougis par les larmes. Elle était agenouillée devant la fenêtre latérale du baptistère, un paquet dans les mains. « Ma chère, » dit doucement Mademoiselle Marple, « il est un peu tard pour faire des courses, n'est-ce pas ?» La jeune fille sursauta et laissa tomber le paquet. « Oh, Mademoiselle Marple, j'étais juste... » Elle hésita, puis fondit en larmes. Mademoiselle Marple attendit. Elle savait que les larmes étaient souvent le prélude à la vérité. « C'est ma faute, » murmura Dora. « Tout est ma faute. J'aurais dû en parler à quelqu'un, mais il m'a dit que cela ruinerait tout. »« Qui a dit ça, mon enfant ?»« Monsieur Finch. » Elle joignit les mains. Il a dit que ce n'était pas du vol, mais seulement un emprunt. Les comptes de l'église, les réparations de l'orgue. Ils ne correspondaient jamais, vous voyez. Il a dit qu'il rembourserait quand l'argent arriverait. Mais ensuite, le vicaire a commencé à poser des questions, et la cloche... Il a dit que la cloche l'avertissait, que quelqu'un savait. La voix de Mademoiselle Marple était très douce. « Et tu l'as aidé ?» Dora acquiesça à peine. Seulement avec les clés. Il ne supportait plus le bruit, alors il me les a données pour que je les cache. Mais quelqu'un d'autre les a trouvés. Quelqu'un qui voulait qu'il l'entende à nouveau. Les mots de la jeune fille se bousculaient dans un souffle haletant. J'ai pensé que c'était Madame Finch. Elle était en colère, elle disait qu'elle lui ferait payer.
Mais elle avait peur du noir, elle n'aurait jamais grimpé dans le clocher. Ça devait être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait ce qu'il avait fait. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la flèche qui se détachait pâle dans le crépuscule. Quelqu'un qui voulait réveiller sa conscience à sa place. Dora renifla. Ils ont dit qu'il s'était noyé, mais je n'y crois pas. Il avait peur, oui, mais il voulait vivre. Je l'ai vu cette nuit-là, au bord de la rivière. Il attendait quelqu'un. Qui? La jeune fille hésita. Il les appelait les messagers. Il disait qu'ils avaient promis de rétablir la justice. Cette phrase s'imprima dans l'esprit de mademoiselle Marple avec une force tranquille. Les messagers. Les cloches, les gants, les notes et le velours, symbole du silence, de la retenue, du message transmis sans voix. Elle aida la jeune fille à se relever et la ramena vers le chemin. « Rentre chez toi, Dora. Et si quelqu'un te pose des questions, tu étais avec moi. » Une fois la jeune fille partie, mademoiselle Marple resta un moment sous le clocher. La lune s'était levée derrière de minces nuages, son reflet pâle sur la pierre humide. Quelque part au-dessus d'elle, la corde vide se balançait dans la brise, bougeant juste assez pour murmurer. Elle leva les yeux, le regard calme mais intense. « Si vous êtes le messager, » murmura-t-elle, « alors votre message n'est pas encore terminé. » Et dans ce silence, elle crut entendre, mais c'était peut-être seulement le vent. Une deuxième cloche sonnait au loin, faiblement et délibérément, en réponse à la première. Le faible son de la cloche se dissipa dans la nuit, laissant derrière lui un silence si tendu qu'il semblait bourdonner. Mademoiselle Marple s'attarda au pied du clocher, les yeux suivant le lent balancement de la corde qui effleurait l'air. Il y avait quelque chose de délibéré dans son rythme, comme si une main invisible en testait encore le poids. Puis le mouvement s'arrêta. Le silence qui suivit semblait si complet qu'il méritait d'être observé. Au matin, St. Mary Mead avait trouvé son nouveau sujet de conversation. L'organiste noyé était déjà en passe de devenir une légende. La postière parlait de corrosion morale. Madame Price Ridley de la comptabilité divine. Et le colonel Melchett, depuis son fauteuil au club, de sottises et de nerfs fragiles. Mademoiselle Marple, qui découpait un scone avec le soin d'un chirurgien, se contenta de remarquer que les ragots voyageaient plus vite que la culpabilité. L'inspecteur Creil, en revanche, ne se contentait pas de la légende. Il arriva devant sa porte avant midi, le chapeau à la main, et les yeux cernés par le manque de sommeil. « Je suis retourné à l'église, » dit-il sans la saluer. « La corde est propre. Pas une tache, pas une empreinte. Presque comme si elle avait été remplacée. » Les yeux de mademoiselle Marple s'illuminèrent. « Remplacée ? Comme c'est curieux, les cordes changent rarement d'elles-mêmes. » Nous avons interrogé Archer, il a juré que c'était la même, mais il se trompe. C'est du chanvre neuf, plus fin, sans effilochage à la base. Elle a été remplacée récemment. Je parierais que c'est Finch lui-même qui l'a fait. Elle sourit doucement. « Oh, je ne pense pas. Monsieur Finch était un homme prudent, peut-être trop prudent pour apporter des changements sans les signaler. Quelqu'un d'autre voulait que cette corde parle d'elle-même. » Creil fronça les sourcils. « Vous voulez dire effacer des preuves, recommencer à zéro, » murmura-t-elle. « Effacer n'est-il qu'une manière polie de réécrire. » Il l'observa attentivement. « Vous parlez par énigme, mademoiselle Marple, mais quelque chose me dit que vous êtes sur la bonne voie. Seulement là où la nature humaine tend à mener, inspecteur, elle a des habitudes si fiables. » Ils remontèrent ensemble l'allée menant à l'église. L'air transportait une légère odeur métallique provenant de la rivière, mi-brume, mi-souvenir. À la porte, une silhouette attendait. Madame Finch, voilée, vêtue d'un manteau noir, trop grand pour elle. Elle tenait un petit paquet enveloppé dans du lin. « Inspecteur, dit-elle d'une voix faible, je suis venue rendre ceci.
C'est son livre de cantiques. Ils me l'ont donné avec ses affaires. » Crail acquiesça maladroitement, ne sachant pas trop s'il devait la réconforter. Miss Marple, cependant, observa attentivement les mains gantées de la femme. Elles étaient nues en dessous, à vif à force d'être lavées, mais propres de manière obsessionnelle. « C'est gentil de votre part de me l'apporter, » dit Miss Marple. « Puis-je le voir ?» Madame Finch hésita, puis ouvrit le paquet. Le livre était humide et gondolé, ses lettres dorées ternies. À l'intérieur, les pages étaient couvertes de légères annotations au crayon. Des chiffres, des noms et des dates, entrecoupés de phrases latines étranges. Crail fronça les sourcils. « Les comptes de l'Église. » Madame Finch secoua la tête. « Je ne sais pas. Il écrivait dedans après les offices. Il disait qu'il gardait la trace du temps. »« Garder la trace du temps », répéta doucement mademoiselle Marple. « C'est une façon intéressante de décrire la culpabilité. » La veuve eut l'air surprise. « Vous pensez qu'il... » »« Je pense qu'il entendait ce que les autres essayaient d'ignorer, » dit-elle doucement. « Et ce genre d'écoute pousse les gens à faire des calculs étranges. » Crail tourna les pages. Au dos se trouvait une fleur pressée, un lilas, friable à cause du temps, et en dessous, une écriture légère. « Pour celui qui a sonné trop tôt. » Il referma le livre d'un coup sec. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il était déséquilibré. Mademoiselle Marple ne répondit pas. Son regard s'était fixé sur les bords du paquet, des traces de fil violet coincées sous l'emballage en lin, du fil de velours. Quand ils quittèrent Madame Finch, le brouillard avait recommencé à s'épaissir, adoucissant les contours des cottages. « Vous le voyez, n'est-ce pas ?» demanda Crail, tandis qu'il marchait. « Cette pauvre femme, rendue folle par les secrets de son mari. » Mademoiselle Marple réfléchit. « La folie peut être ordonnée, inspecteur. Ce n'est pas le cas ici. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour faire passer le désordre pour quelque chose de divin. » Il s'arrêta. « Que voulez-vous dire ?»« Les gants, la note, la cloche, l'homme noyé. Tout cela forme un schéma. Et celui qui a tout arrangé ainsi voulait être considéré comme un instrument du destin et non comme un vengeur. C'est le type d'esprit le plus dangereux, celui qui confond sa propre cruauté avec la justice. » L'inspecteur semblait peu convaincu, mais inquiet. « Vous pensez que ce messager dont Dora a parlé était réel ?»« Oh, tout à fait réel, » répondit mademoiselle Marple. « Quant à savoir s'il était céleste ou autre, cela reste à voir. » Ils se séparèrent une fois de plus au carrefour. Mademoiselle Marple continua vers le presbytère, où elle trouva Madame Clement dans un état de consternation distingué. « Ma chère Jane, vous êtes au courant, bien sûr. L'inspecteur a interrogé Archer à nouveau ce matin. Le pauvre homme s'est presque évanoui. Il jure que quelqu'un est entré dans le clocher chaque nuit cette semaine. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement. « Je suppose que c'est vrai. » « Vous supposez ? Jane, vous ne voulez tout de même pas dire, oh mon Dieu, j'ose à peine le dire, que ce n'est pas fini. » « Je crains que rien ne soit vraiment fini tant que l'on n'a pas compris, » dit mademoiselle Marple. « Et cela reste encore à comprendre. » Madame Clement se tordit les mains. « Alors vous devez me promettre que vous ferez attention. Le mal rôde. »« Le mal, » répondit mademoiselle Marple, « pénètre rarement par les portes verrouillées, ma chère. Il préfère celles qui sont poliment entr'ouvertes. » Ce soir-là, à la tombée de la nuit, elle s'assit à nouveau près de sa fenêtre, le livre de cantiques devant elle. Elle étudia les chiffres écrits au crayon, chacun correspondant au jour où la cloche avait sonné. 3 coups, 3 dates. Pourtant, le premier précédait la mort de Finch d'une semaine entière. Quelqu'un avait commencé à hanter les lieux bien avant. Elle se leva, prit son châle et sortit une fois de plus. Le village dormait sous son voile de brouillard, les lampadaires réduits à de vagues cercles dorés. L'église se profilait devant elle, mi-ombre, mi-souvenir. La porte du clocher était entr'ouverte.
Elle la poussa, les gonds soupirant doucement. À l'intérieur, l'air sentait la corde et la poussière, avec une légère odeur sucrée, celle de la lavande, encore une fois. Le faisceau de la lanterne éclaira la corde soigneusement enroulée à sa base, propre, sans effilochure, parfaite. Et sur la marche la plus basse, un autre gant. Celui-ci était différent, plus petit, usé au niveau des doigts, mais familier. Elle le souleva avec précaution, plissant les yeux lorsqu'elle vit ce qui se trouvait en dessous, un morceau de papier plié, humide mais lisible. La cloche parlera pour elle lorsqu'elle ne pourra pas le faire. Des pas retentirent au-dessus d'elle, lents, délibérés. Elle leva les yeux, mais ne vit qu'une ombre dans la faible lumière qui filtrait à travers les lattes. Un bruit sourd, puis le frottement léger de la corde sur le bois. « Qui est là ?» appela-t-elle, la voix calme malgré son pouls qui s'accélérait. Pas de réponse. Seulement le grincement de la poutre, le murmure d'un poids qui se déplaçait, puis le silence. Mademoiselle Marple recula vers la porte, sa lanterne levée. Le faisceau lumineux refléta l'éclat de quelque chose de métallique au-dessus d'elle. Le battant de la cloche, enfin restauré, se balançait doucement comme s'il se souvenait de sa fonction. Dehors, une soudaine rafale emporta le son. Un seul coup grave qui roula à travers le village comme un souffle libéré après une confession. Mademoiselle Marple resta debout, à écouter, le gant toujours à la main. « Alors » murmura-t-elle, presque pour elle-même, « elle peut parler après tout. » Le son résonnait encore dans l'air, un son qui n'était pas entièrement celui de la cloche, mais celui de la nuit elle-même, qui se pliait sous son poids. Mademoiselle Marple resta immobile sous l'arche de la tour, sa lanterne tremblant légèrement dans sa main. Le silence qui suivit était plus inquiétant que le son lui-même, un silence chargé d'intention, comme si le village avait écouté et retenait maintenant son souffle en réponse. Au-dessus d'elle, elle entendit un léger craquement, signe d'un mouvement, puis plus rien. Le faisceau de sa lanterne vacillait dans l'escalier étroit, capturant les spirales de poussière comme des fantômes suspendus. Elle commença à monter. Chaque marche répondait par un gémissement étouffé, boisé et fatigué, comme quelque chose qui se souvenait trop bien des pas. À mi-chemin, l'air devint plus froid. Un léger parfum de lavande, toujours de lavande, flottait autour des pierres. Elle atteignit le palier et leva sa lampe bien haut. La cloche, immense et immobile, brillait doucement. Son battant, récemment restauré, se balança une fois de plus, puis s'immobilisa. Aucune silhouette, aucun souffle, seulement ce métal patient qui attendait. Mademoiselle Marple examina l'espace autour d'elle. Une corde soigneusement enroulée, une lanterne éteinte posée sur le rebord, et à côté, l'empreinte d'une chaussure dans la fine poussière. Petite, féminine. Quand elle redescendit, elle trouva l'inspecteur Kreil qui attendait à la porte, le visage tiré et pâle à la lumière de la lampe. « Vous ne devriez pas être ici seul, » dit-il d'un ton sec. « Le policier a vu une lumière dans la tour et m'a tiré du lit. »« Je m'en doutais, » répondit-elle sereinement. « C'est remarquable à quelle vitesse les nouvelles se propagent quand on soupçonne un danger. Beaucoup plus vite que quand on a besoin de réconfort. » Il fronça les sourcils. « Alors, qu'avez-vous trouvé ?» Seulement ce qu'on s'attend à trouver quand une conscience a été interrompue au milieu d'une confession. Quelques traces de peur et beaucoup de poussière. Kreil la fixa du regard. « Êtes-vous délibérément énigmatique ou est-ce simplement une habitude ?»« Les deux, j'imagine, » répondit-elle en le dépassant pour sortir dans l'air froid de la nuit. « Mais dites-moi, inspecteur, quelqu'un a-t-il pensé à vérifier si Madame Finch avait des visiteurs ?» Il cligna des yeux. « À cette heure-ci ? Pourquoi ?»« Parce que le chagrin, comme la culpabilité, dort rarement profondément, » dit-elle. « Et parce que quelqu'un d'autre se trouvait dans cette tour ce soir. Une femme, de petits pieds,
Une démarche légère. Qui qu'elle soit, elle voulait que la cloche parle à sa place. Et c'est ce qu'elle a fait. Ils empruntèrent le chemin qui menait au village. Le brouillard s'épaississait autour des pierres tombales, engloutissant la lumière. Les bottes de Crail pataugeaient dans la terre humide, sa lanterne traçant un étroit couloir dans l'obscurité. « Pensez-vous que ce soit Madame Finch elle-même » demanda-t-il. Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, elle n'en a plus le courage. Son chagrin est calme, pas du genre à faire sonner les cloches. »« Alors qui ?»« Quelqu'un qui croit avoir raison, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « C'est toujours plus dangereux que quelqu'un qui croit simplement avoir été blessé. » À la maison de Madame Finch, les rideaux étaient tirés, mais une lumière brillait encore dans le salon. Crail frappa. Après une longue pause, la porte s'ouvrit, non pas sur Madame Finch, mais sur Dora Nash, la femme de chambre, les yeux gonflés, le tablier encore humide. « Inspecteur, Mademoiselle Marple. Oh Dieu merci, vous êtes là. Elle ne va pas bien. » Ils entrèrent. La veuve était assise près du feu, un châle enroulé autour des épaules, les yeux fixés sur les flammes. La pièce sentait légèrement le camphre et le vin. Ses mains tremblantes serraient un petit objet, l'un des gants de velours. « Je l'ai encore entendu, » murmura-t-elle. « La cloche. Il n'est pas en paix. » Crail échangea un regard avec Mademoiselle Marple. « Vous êtes allée dans la tour ce soir, madame ?» Elle releva brusquement la tête. « Non, je ne peux même pas passer devant. » Dora parla d'une petite voix effrayée. « Elle était restée ici toute la soirée, monsieur. Je vous le jure, mais quelqu'un est venu. Une femme. Elle a frappé à la porte arrière il y a environ une demi-heure. »« L'avez-vous vue ?» demanda mademoiselle Marple. « Non, madame. Je n'ai entendu que sa voix. Douce, comme si elle ne voulait réveiller personne. Elle a dit qu'elle laissait un message pour la maîtresse. Quand j'ai regardé dehors, il n'y avait personne, seulement un paquet sur les marches. » Le regard de Miss Marple se posa sur la table, où reposait effectivement un petit paquet, enveloppé dans du papier ordinaire. Elle le prit délicatement, défit le nœud et déplia l'emballage. À l'intérieur se trouvait un seul battant de cloche, en laiton terne, taché de rouille. Madame Finch poussa un cri étouffé. « Enlevez-le! Enlevez-le » Crail jura entre ses dents. Donc quelqu'un était bien dans la tour, et cette personne a apporté ça ici pour lui faire peur. Mademoiselle Marple examina le métal, le tournant délicatement entre ses doigts. « Non, inspecteur, pas pour lui faire peur, pour finir une phrase. » Il cligna des yeux. « De quoi parlez-vous ?»« Des messages, mon cher. Ils ont une syntaxe, tout comme les ragots. Celui-ci a commencé par un gant et se termine par un battant. Une cloche réduite au silence qui a été remise en état de sonner. Quelqu'un voulait tourner la page et que Madame Finch en soit témoin. » La veuve sanglotait doucement, se balançant légèrement. Dora se tenait à côté d'elle, se tordant les mains. Crail se frotta la mâchoire. « Vous pensez que c'est quelqu'un qui avait un grief contre Finch? Ou contre elle? »« Je pense, » dit mademoiselle Marple, « que le chagrin a été emprunté pour le théâtre. Celui qui fait sonner ces symboles le fait avec un art minutieux. Et l'art, inspecteur, laisse toujours des empreintes digitales, non pas de la main, mais du tempérament. Il avait l'air exaspéré. Et de quel genre de tempérament parlez-vous? Le genre qui trouve du réconfort dans l'ordre, la propreté, une place pour chaque péché et chaque pécheur à sa place. » Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre où le brouillard se pressait doucement contre la vitre comme un souffle. Quelqu'un dans ce village a été ordonné toute sa vie, trop ordonné pour laisser les torts sans réparation. La cloche n'était pas du tout destinée aux morts. Elle était destinée aux vivants. Crail suivit son regard. « Vous pensez qu'ils vont frapper à nouveau? »« Oh, j'en suis certaine, » dit-elle doucement. « Les gens qui s'expriment à travers des symboles s'arrêtent rarement
avant la note finale. Les sanglots de la veuve s'apaisèrent, l'épuisement la plongeant dans un sommeil agité. Dora les conduisit à la porte. « Vous resterez dans les parages, mademoiselle Marple, » murmura-t-elle. « J'ai peur. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe en permanence. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Alors laissez-les observer, ma chère. Ils apprendront peut-être quelque chose. » Dehors, le brouillard commençait à se dissiper, laissant apparaître les premières lueurs de l'aube. Les oiseaux ne s'étaient pas encore réveillés. Creil ajusta son chapeau, fatigué. « Vous donnez l'impression que ce n'est pas fini. »« Ce n'est pas fini, » dit-elle, « parce que, quel que soit le messager, il n'a pas encore délivré le dernier message. Il attend son auditoire. » Elle se tourna une fois de plus vers le clocher de l'église, noir contre le ciel pâle. La corde à l'intérieur scintillait faiblement, un fil pâle menant vers le haut dans l'ombre. Quelque part, invisible, une charnière grinçait, un son lent et délibéré, comme une porte qui s'ouvre là où elle ne devrait pas. Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. « Et maintenant, » murmura-t-elle, « nous verrons qui écoute encore lorsque les cloches se tairont. » Le grincement s'estompa dans le silence, laissant la lumière matinale étrangement pâle, comme si le monde lui-même hésitait à reprendre son cours. Mademoiselle Marple se tenait debout, les mains gantées soigneusement posées sur son parapluie, les yeux fixés sur la silhouette sombre du clocher de l'église. Quelque part derrière cette pierre patiente, quelque chose ou quelqu'un avait bougé. C'était, pensa-t-elle, comme regarder le dernier pétale trembler avant de tomber. L'inspecteur Creil suivit son regard, puis expira. « Nous posterons un agent ici cette nuit, » dit-il. « Si ce messager a l'intention de livrer à nouveau, je préfère qu'il trouve un public en uniforme. » L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit en un léger sourire. « Vous verrez que les auditeurs en uniforme obtiennent rarement des aveux, inspecteur. Les coupables sont des créatures timides. Ils ne s'épanouissent que face à la sympathie. Alors c'est peut-être vous qui devriez attendre ? » « Ah, j'ai bien l'intention de le faire, » murmura-t-elle. Il cligna des yeux. « Vous voulez dire littéralement ? » ?»« Tout à fait. J'ai une chaise pliante et assez de tricot pour tenir toute la nuit. La cloche sonnera à nouveau avant le matin, si je ne me trompe pas. Mais pas pour une âme, elle sonnera pour l'orgueil. » Creil la regarda avec un mélange d'exaspération et d'admiration réticente. « Vous êtes une femme remarquable, mademoiselle Marple. »« Je suis simplement observatrice, » répondit-elle, ce qui est une autre façon de dire curieuse. « Et la curiosité, inspecteur, est le début de la compassion. » Ils se séparèrent peu après. Creil pour organiser sa surveillance, mademoiselle Marple pour préparer sa veillée. À la tombée de la nuit, le village avait retrouvé son calme inquiétant. Des lampes brillaient derrière des rideaux de dentelle. La ruelle pavée scintillait faiblement après la bruine récente. À première vue, St. Mary Mead était en paix, mais mademoiselle Marple savait que la paix n'était souvent qu'une décence entre deux mensonges. Elle prit place sous l'if au bord du cimetière, sa chaise discrètement placée parmi les pierres tombales. De là, elle pouvait voir à la fois la porte de la sacristie et la fenêtre du clocher, une fente pâle se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. L'air transportait l'odeur de l'herbe humide et la douceur légère de la décomposition. Les hommes de Creil restaient dans l'ombre, invisibles mais présents, leurs mégots de cigarettes brillant comme des lucioles vigilantes. Pendant longtemps, rien ne se passa. L'horloge sonna 9 heures, puis 10 heures, chaque coup de cloche se fondant parfaitement dans le silence qui suivait. Mademoiselle Marple tricotait sans relâche, ses aiguilles murmurant comme des commères patientes. Le rythme l'apaisait, même si ses yeux ne quittaient pas la tour. À 10h30, un mouvement. Une silhouette se glissa hors de la porte de l'église, mince, prudente, au contour indéniablement féminin.
Elle s'arrêta près du mur, jeta un coup d'œil vers la route, puis traversa rapidement vers la porte de la sacristie. Même de loin, Mademoiselle Marple remarqua la précision du geste, la façon dont la main cherchait la serrure comme quelqu'un qui l'avait fait souvent. La serrure tourna sans faire de bruit. La porte s'ouvrit et la silhouette disparut à l'intérieur. La silhouette de Creil émergea de la brume, un bras levé en signe de signal. Mademoiselle Marple secoua vivement la tête et lui fit signe d'attendre. Il hésita, puis se fondit dans l'obscurité. 5 minutes s'écoulèrent. Puis une faible lueur apparut derrière les hautes fenêtres, une lumière mouvante qui se balançait doucement comme une lanterne portée à la hâte. Mademoiselle Marple se leva de sa chaise. Elle traversa silencieusement la pelouse, les brins humides effleurant sa jupe. La porte de l'église était entr'ouverte. Elle la poussa et se glissa à l'intérieur. La nef était plongée dans l'ombre, emplie d'une légère odeur de cire et de pierre. Au-dessus, la lumière se déplaçait dans la tour. Elle pouvait entendre le bruit d'une corde qui glissait, le léger cliquetis métallique d'une chaîne. La cloche ne sonnait pas, mais son silence avait du poids, le genre de silence qui semblait se pencher vers le son. Mademoiselle Marple commença à grimper. À mi-chemin, elle entendit une voix douce, qui ne parlait pas mais murmurait, comme on le ferait à un souvenir. Il méritait la paix, pas la honte, pas ses chuchotements. Une autre voix répondit, rauque et tremblante. « Tu ne peux pas revenir en arrière, ma chère. Il l'a bien cherché. » 2 voix, 2 silhouettes. Au sommet, la scène se déroulait dans la lueur tremblante d'une lanterne. Madame Clement se tenait à côté de la cloche, le visage baigné de larmes, une main serrant un petit livre de prière. Face à elle, pâle et résolue, se tenait Madame Price Ridley. La corde pendait entre elles comme un fil de conscience. Mademoiselle Marple s'arrêta juste à l'intérieur de l'arche, invisible. « Vous ne devriez pas être ici, » dit froidement Madame Price Ridley. « Ce n'est pas à vous de réparer cela. » La voix de Madame Clement se brisa. « C'était vous, alors. Tout ça. Les gants, les notes. Comment avez-vous pu? Pourquoi tourmenter une veuve? Parce que le péché prospère quand le silence est confortable, » rétorqua sèchement la femme plus âgée. « Je l'avais prévenu. Je lui avais dit qu'un homme qui falsifie les comptes de l'Église et se cache derrière la piété devra répondre à la cloche. Il s'est moqué de moi. Il a ri. » Madame Clement recula d'un pas. « Vous l'avez donc effrayé à mort. »« Je l'ai purifié, » siffla Madame Price Ridley. « Il a avoué, n'est-ce pas? À quelqu'un. Et maintenant, il n'est plus là, et le village s'en portera mieux. Nous sommes censés défendre des valeurs, Margaret, pas excuser la faiblesse. » Sa main saisit soudainement la corde, comme sous l'effet d'une force irrésistible. La cloche vibra, mais resta silencieuse. Mademoiselle Marple s'avança alors, sa présence calme, coupant l'atmosphère fiévreuse comme une bouffée d'air frais. « Ma chère Madame Price Ridley, » dit-elle doucement, « j'ose dire que les normes ont été respectées, mais pas celles que vous imaginez. » Les 2 femmes se retournèrent, surprises. La lanterne tremblait dans la main de Madame Clement. « Mademoiselle Marple !» s'exclama Madame Clement. Le ton de la vieille dame resta doux. « Il faut un esprit très ordonné pour organiser une telle moralité, Madame Price Ridley. Les gants, le velours, le battant, autant de petites leçons de retenue, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas confondre ordre et droiture. » La bouche de Madame Price Ridley se tordit. « Vous n'avez aucune preuve. »« Non, » dit Mademoiselle Marple doucement. « Mais la culpabilité nettoie toujours derrière elle. Et vous nettoyez depuis des semaines, en supprimant les preuves mêmes qui complétèrent l'histoire. Un gant dans la tour, une cloche restaurée, un colis rendu. Une telle précision, ma chère, c'est presque de l'art.
La corde glissa de la main de la femme. Son visage se durcit. « Vous me trouvez cruel. »« Je pense, dit mademoiselle Marple, que vous vouliez être la main du jugement, parce que vous n'avez jamais cru au pardon. C'est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas ?» Madame Clément laissa échapper un sanglot. « Elle va être pendue pour ça. »« Oh non, » dit calmement mademoiselle Marple. « Je doute que la loi puisse trouver quoi que ce soit à lui reprocher. La mort de Monsieur Finch est due à l'eau et à la peur, pas à un meurtre. Mais il existe d'autres tribunaux, Madame Price Ridley, des tribunaux plus discrets, et ils ont tendance à siéger au petit déjeuner. » Les yeux de la femme âgée clignèrent, le premier tremblement de doute traversant son sang-froid. « C'était un menteur, » dit-elle faiblement. « Il a trahi la paroisse. » Le regard de mademoiselle Marple s'adoucit. « Oui, et vous avez trahi la miséricorde. » La corde de la cloche remua à nouveau, agitée par un courant d'air. Le son était si léger qu'il semblait presque humain. La voix de l'inspecteur Crail résonna en bas, urgente et étouffée. « Mademoiselle Marple, tout va bien là-haut ?» Elle se tourna vers l'escalier. « Tout va bien, inspecteur. Je crois que la messagère a terminé son sermon. » Madame Price Ridley s'effondra sur la marche, le visage caché dans ses mains gantées. Madame Clément serra la lanterne comme pour tenir l'obscurité à distance. Dehors, l'aube s'était complètement levée, répandant une lumière dorée pâle sur les pierres. Au loin, on entendait les premiers cris des oiseaux, hésitants, comme s'ils n'étaient pas sûrs que l'air était redevenu sûr. Mademoiselle Marple descendit lentement, le faible son de la cloche au-dessus d'elle, comme un souvenir qui s'effaçait. À la porte de l'église, elle s'arrêta et se retourna une fois. « Les apparences, murmura-t-elle, sont les masques les plus polis de la cruauté, et à Sainte Mary Mead, la politesse est presque sacrée. » La lumière du matin se répandait sur les dalles en rubans pâles, se diffusant à travers les vitraux jusqu'à ce que l'église semble lavée de sa longue nuit. Mademoiselle Marple resta un instant sous l'arcade, l'air frais de l'aube caressant doucement son visage. Derrière elle, des pas résonnaient, hésitants, irréguliers. Madame Clément descendit la première, encore tremblante, suivie de Madame Price Ridley, dont la rigidité habituelle avait laissé place à une certaine fragilité et une certaine vulnérabilité. Le bruit de ses talons sur la pierre avait perdu de son assurance. L'inspecteur Crail les attendait au pied des marches, le visage tendu. « Nous avons entendu des voix. Nous avons pensé qu'il y avait peut-être un problème. »« Il y en avait un, » dit doucement mademoiselle Marple, « mais seulement du genre qui ne laisse pas de bleu. » Crail jeta un coup d'œil aux femmes, l'une pâle de détresse, l'autre raide de déni. « Vous feriez mieux de venir avec moi, Madame Price Ridley. Nous aurons besoin de votre déposition. » La femme releva légèrement le menton. « S'il doit y avoir un scandale, inspecteur, je préfère qu'il soit respectable. Vous pouvez m'appeler chez moi. » Crail commença à protester, mais mademoiselle Marple lui toucha légèrement la manche. « Laissez-la partir, inspecteur. Certaines confessions sont plus éloquentes lorsqu'elles sont reportées jusqu'au petit déjeuner. » Il hésita, puis acquiesça. Madame Price Ridley rassembla toute la dignité dont elle était capable et s'éloigna, sa silhouette minuscule se découpant dans la douce lueur du matin. Madame Clément s'attarda près de la porte, les mains jointes. « Jane, » murmura-t-elle, « que va-t-il se passer maintenant? Le village va jaser. Et cette pauvre femme, eh bien, elle est folle de justice. » « Peut-être, » répondit mademoiselle Marple. « Mais la folie et la justice font bon ménage depuis la nuit des temps. Je pense qu'elle trouvera le moyen de faire passer même ses remords pour une vertu. » Madame Clément perdit son sang-froid, un sourire nerveux vacillant sur ses lèvres. « Vous donnez l'impression que les choses sont à la fois terribles et pleines d'espoir. »« C'est parce qu'elles sont généralement les deux à la fois, » répondit mademoiselle Marple. « Maintenant, ma chère, vous devez vous reposer.
La veille a été longue pour tout le monde. Lorsque mademoiselle Marple et l'inspecteur arrivèrent à la porte du presbytère, le soleil était suffisamment haut dans le ciel pour dissiper le brouillard. Le monde semblait à nouveau presque normal, ce qui dérangeait justement Crail. « Vous êtes sûr qu'elle a agi seule ?» demanda-t-il. « Pas de complice, personne pour l'aider avec la cloche ou les billets. Elle n'avait besoin d'aucune aide, » répondit mademoiselle Marple. « Une vie entière de supériorité morale incontestée donne toute l'autorité dont on peut avoir besoin. Elle se considérait comme la conscience du village, sonnant toujours pour les autres, sans jamais écouter elle-même. La cloche n'était qu'un nouvel instrument pour un vieux sermon. » Il l'observa attentivement. « Vous donnez l'impression qu'il s'agit moins d'un crime que d'une tragédie. »« Oh, les deux sont cousins, » dit-elle avec légèreté. « Seulement l'un est plus respectable lors des funérailles. » Ils s'arrêtèrent près de la haie où poussait une lavande épaisse, dont le parfum flottait au-dessus du chemin. Mademoiselle Marple cueillit une branche et la fit tourner entre ses doigts. « Vous remarquerez, poursuivit-elle, que tous les signes de culpabilité dans cette affaire ont été adoucis par la lavande. Les notes, les colis, le châle, même le battant. Ce parfum s'accroche à la vertu comme la poussière à la lumière du soleil. Elle est censée purifier, mais elle ne fait que dissimuler. » Crail siffla doucement. « Vous dites qu'elle a tout planifié comme un rituel moral. » « Elle n'a pas planifié, elle a ritualisé, » corrigea mademoiselle Marple. « C'est une petite distinction, mais elle est importante. Lorsque nous organisons le monde pour qu'il corresponde à notre idée de la justice, nous appelons cela la moralité. Lorsque nous organisons les gens pour qu'ils correspondent à notre peur du chaos, nous appelons cela l'ordre. C'était une femme très ordonnée. » L'inspecteur soupira. « Et Finch, n'était-il qu'une victime ?»« Son élève, je pense, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il a péché, comme le font souvent les hommes, discrètement, maladroitement, avec suffisamment de culpabilité pour ne se confesser que dans l'obscurité. Elle, en revanche, a péché au grand jour. On pourrait presque admirer son efficacité. » Ils arrivèrent à la porte de son jardin. Les roses, humides de rosée, reflétèrent la lumière comme de petits lustres. Mademoiselle Marple s'arrêta. « Vous allez bien sûr vous occuper de Madame Finch. Elle aura besoin d'être rassurée, pas interrogée. Quant à la femme de chambre, Dora en sait plus qu'elle ne le pense. Encouragez-la à parler lorsque le village sera lassé d'écouter. » Crail acquiesça. « Et vous, mademoiselle Marple, allez-vous vous reposer ?»« Oh, certainement, » répondit-elle. « On devrait toujours le faire après avoir entendu des confessions, surtout celles qui ne sont pas destinées à nos oreilles. » Il souleva son chapeau. « Vous avez encore fait la moitié de mon travail. » Elle sourit faiblement. « Pas la moitié, inspecteur. Seulement la moitié qui nécessite du thé. » Une fois qu'il fut parti, elle resta un moment parmi les roses, dont le parfum était délicat mais intense. Le son des cloches de l'église semblait désormais lointain, muet et inoffensif. Pourtant, elle pouvait encore entendre l'écho de leur dernier carillon, niché quelque part entre le souvenir et l'imagination. Cela lui rappelait tous les sons qui ne s'évanouissaient jamais vraiment. Les mots chuchotés trop tard, la gentillesse refusée par orgueil, le jugement rendu là où la compréhension aurait suffi. Cet après-midi-là, comme prévu, Madame Price Ridley reçut des visiteurs. Mademoiselle Hartnell passa par sympathie chrétienne et resta juste assez longtemps pour obtenir tous les détails. Le soir venu, tout le village était au courant de la confrontation dans la tour, même si l'histoire avait déjà été embellie. Selon la rumeur, Madame Price Ridley avait joué un rôle déterminant dans la révélation de la méchanceté, tandis que Madame Finch avait avoué sous la pression divine. La vérité, réfléchit mademoiselle Marple, n'avait guère de chance de s'imposer une fois que les ragots,
avaient rédigé leur première ébauche. Au coucher du soleil, elle reçut une visite inattendue. Dora Nash se tenait à sa porte, sans chapeau, les yeux rougis mais clairs. « Je suis venue vous remercier, mademoiselle, » dit-elle, « de m'avoir cru alors que personne d'autre ne le faisait. »« Ma chère, je n'ai rien fait de tel, » répondit mademoiselle Marple. « Je vous ai simplement écouté. La plupart des gens ne le font pas. » Dora hésita. « On dit que madame Price Ridley quitte la paroisse. Elle a dit au vicaire qu'elle entendait la cloche sonner à des heures inhabituelles. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Oui, la culpabilité fait cela. Elle suit son propre calendrier. » Les yeux de la jeune fille se remplirent à nouveau de larmes. « Et monsieur Finch, sera-t-il pardonné ?»« Cela, » dit mademoiselle Marple doucement, « dépend de qui lui demande pardon. Le ciel est souvent plus indulgent que les villages. » Dora avait l'air perplexe, mais réconfortée, et après une timide révérence, elle partit. Mademoiselle Marple la regarda s'éloigner, puis se retourna vers la ruelle tranquille. La soirée était exceptionnellement calme. Même les oiseaux semblaient hésiter à chanter. Elle s'installa dans son fauteuil, près de la fenêtre, son tricot à côté d'elle, et se permit un petit soupir. Un autre cercle s'était refermé. Une autre tragédie s'était poliment repliée dans la vie normale. Demain apporterait ses rituels. Le marché, les bavardages, l'illusion que rien n'avait changé. Pourtant, elle savait bien que ce n'était pas le cas. La cloche qui n'avait sonné pour personne avait finalement sonné pour tout le monde. Alors que la première étoile perçait le crépuscule, un faible son flottait dans la brise. Un seul carillon, lointain et ténu, peut-être seulement le vent effleurant le métal. Pourtant, il portait le poids d'une prière inachevée. Mademoiselle Marple écoutait sans surprise, l'expression presque tendre. « Tout va bien, » murmura-t-elle à la pièce vide. « Le village est réveillé maintenant. Tu peux te reposer. » Le son s'estompa, ne laissant que le silence du soir et le lent tic-tac de l'horloge, comptant le rythme régulier des vies revenues à leur respectable tromperie. Le tic-tac de l'horloge traversait le silence du soir, chaque son précis, poli et inévitable. Mademoiselle Marple restait immobile, les yeux fixés sur la ruelle ombragée derrière ses rideaux de dentelle. Le faible carillon qui flottait dans l'air il y a un instant semblait s'être absorbé dans le silence. Mais ce silence, pensa-t-elle, avait changé. Ce n'était pas le calme de la paix, mais le silence de quelque chose qui attendait d'être reconnu. Elle se leva et alluma la lampe, dont la lueur se répandit dans la pièce en douces flaques ambrées. La tasse de thé à côté d'elle avait refroidi, intacte. Dehors, le village continuait à vaquer à ses petites occupations. On éteignait les lampes, on rentrait les chiens, on fermait les fenêtres. St. Mary Mead était un village très attaché à ses habitudes. C'est ce qui le rendait si vulnérable à l'extraordinaire. On frappa à la porte, 3 coups rapides, efficaces, mais hésitants. Miss Marple ouvrit la porte et trouva l'inspecteur Crail sur le pas de la porte, son imperméable sur le bras, le visage marqué par la fatigue. « Excusez-moi de venir à cette heure tardive, » dit-il. « J'ai pensé qu'il valait mieux vous apporter les dernières nouvelles, avant que les rumeurs ne vous parviennent. »« Vous avez choisi le moment idéal, » répondit-elle en le faisant entrer. « Les rumeurs ont tendance à préférer le matin. Elles aiment s'étirer avant de se mettre au travail. » Il sourit faiblement et prit la chaise en face d'elle. « Nous venons d'obtenir une déclaration de madame Price Ridley. Elle a admis avoir écrit les notes et laissé les colis. Elle prétend qu'il s'agissait d'une démonstration morale, sa façon de sauver l'âme du village. » Il expira. Elle dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à Finch, mais seulement de lui demander des comptes. Quand il s'est noyé, elle a considéré cela comme une approbation divine. Mademoiselle Marple versa le thé sans se presser. «
Cela a dû soulager sa conscience. L'autosatisfaction est toujours si accommodante quand une tragédie survient. Néanmoins, dit Creel, nous ne pouvons pas l'inculper pour meurtre. Aucune preuve directe, aucun acte de violence. Je vais rédiger un rapport sur harcèlement ayant entraîné la mort. Mais je doute que la couronne s'en préoccupe. Ils le font rarement quand il s'agit de personnes respectables, murmura-t-elle. Le déguisement est trop convaincant. Creel se frotta le front. Ce qui est drôle, c'est qu'on dit qu'elle va quitter la paroisse pour aller vivre avec une sœur quelque part à Bath. Elle dit qu'elle entend la cloche même dans son sommeil. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. Ah, encore la conscience. Quand l'esprit a sonné l'alarme si souvent, l'écho ne peut que rester. C'est assez touchant, en fait, de voir comment le jugement se punit lui-même une fois que le public est rentré chez lui. Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse. « Vous vous y habituez. Voir ce qui se cache derrière tout ça. » Il fit un geste vague vers la fenêtre, où la douce lueur de l'ordre domestique s'installait sur les cottages. Cette illusion de bonté. « Je ne trouve pas cela décourageant, » dit-elle, doucement. « Il y a du réconfort dans les schémas, même les plus sombres. Ils nous rappellent que la folie humaine est aussi régulière que le lever du soleil. Seuls les détails varient. » Il rit doucement. « Vous donnez à la méchanceté un côté presque rassurant. »« Oh, pas la méchanceté, » corrigea-t-elle. « Juste la faiblesse habillée de ses plus beaux atours. » La pluie recommença à tomber, douce et régulière. Au-delà de la lumière de la lampe, le jardin scintillait faiblement, les roses s'inclinant sous les gouttes comme des têtes repentantes. Creel se leva pour partir. « Vous avez le don de rendre les fins ordonnées, mademoiselle Marple. Je crois presque à la conclusion lorsque je vous parle. » « La conclusion n'est qu'une question de politesse, inspecteur. La vie préfère les fins ouvertes. » Il acquiesça et sortit, la porte se refermant dans un clic étouffé. La pièce retrouva son confortable silence. Mademoiselle Marple s'assit à nouveau, son tricot intact à côté d'elle. La pluie s'intensifia, remplissant l'air de son rythme lent et persistant, une sorte de carillon plus doux. Au fil des heures, ses pensées vagabondèrent, non pas vers Madame Price Ridley ou feu Monsieur Finch, mais vers le village lui-même. Quel organisme délicat, soutenu autant par ses secrets que par sa décence. St. Mary Mead dépendait des scandales comme un jardin dépend de la pluie. Un peu de temps en temps, cela permettait aux choses de pousser. Sans cela, les gens auraient pu remarquer la solitude qui se cachait sous toute cette civilité. Le lendemain matin, le jour se leva, lumineux, presque indécemment joyeux. Les cloches de l'église sonnèrent correctement cette fois-ci, de manière régulière et rythmée, sans aucun présage. La nouvelle se répandit rapidement. Madame Price Ridley était partie par le train, tôt le matin, escortée par le vicaire lui-même. Elle avait refusé les adieux, ne laissant derrière elle qu'une note au comité paroissial exprimant son regret que la discipline ait été confondue avec la malveillance. Mademoiselle Marple apprit la nouvelle au petit déjeuner avec une légère satisfaction. « Le regret, dit-elle à sa femme de chambre, est la broderie que l'on applique à l'aveuglement. Elle ne couvre jamais tout à fait la couture. » À midi, le calme était entièrement revenu. Les magasins avaient ouvert, les commérages s'étaient réorientés vers les concours de pâtisserie et les fêtes de jardin. On avait vu Madame Finch se promener avec Dora dans le parc, le bras passé sous celui de la jeune fille, toutes deux penchées en avant, absorbées dans leur conversation. On disait qu'elles avaient tout l'intention de partir elles aussi, pour une petite ville sur la côte, où personne ne connaissait leur nom, ni leur chagrin. Mademoiselle Marple s'aventura dehors dans l'après-midi, passant devant le presbytère où le bruit d'une machine à écrire flottait à travers la fenêtre ouverte. Madame Clement, déjà en train de rédiger un sermon sur la rédemption,
L'ironie de la situation l'amusait. Elle traversa le cimetière. L'herbe était encore humide, mais l'air semblait plus léger. La corde de la cloche pendait immobile, à nouveau parfaitement innocente. Au pied de la tour, elle s'arrêta. Quelque chose brillait faiblement parmi les mauvaises herbes. Un bouton petit, rond, en nacre. Elle se baissa pour le ramasser et le fit tourner entre ses doigts. C'était le même que celui que Finch avait cousu sur sa soutane, même si elle soupçonnait qu'il avait été remplacé plus d'une fois. Les objets, comme les gens, changeaient de propriétaire avec une facilité surprenante. Elle le posa délicatement sur le rebord de la fenêtre et leva les yeux vers la cloche. Sa grande courbe de bronze captait la lumière du soleil et la renvoyait en ondulations chaudes. Il n'y avait plus aucune menace, seulement le poids d'un silence bien mérité. Debout là, Mademoiselle Marple ressentit la douleur particulière des fins, une satisfaction mêlée de tristesse, la conscience que l'ordre rétabli n'était plus tout à fait le même qu'avant. On apprenait à l'accepter comme un jardinier accepte la destruction de sa rose préférée, sachant qu'une autre fleurira à sa place, même si elle ne sera jamais identique. Elle se retourna pour partir, sans se presser. De quelque part derrière l'église, le faible bourdonnement d'une conversation s'éleva. 2 enfants, peut-être, se mettant au défi de jeter un coup d'œil dans le clocher. Leur rire flottait au-dessus des tombes, clair et sans ombre. La vie, avec son effroyable décence, répétait déjà l'oubli. Alors qu'elle atteignait la ruelle, une voix l'appela. « Mademoiselle Marple, vous avez laissé tomber quelque chose. » C'était Dora, qui tenait le bouton en nacre. « Non, ma chère, » répondit Mademoiselle Marple avec un petit sourire. « Ce n'était pas à moi, au départ. » La jeune fille fronça les sourcils, perplexe, puis haussa les épaules et le mit dans sa poche, acceptant le mystère avec la facilité propre à la jeunesse. Mademoiselle Marple continua vers chez elle, le soleil de l'après-midi réchauffant le bord de son chapeau. La cloche de l'église sonna l'heure, honnête, mesurée, entière. Pour une fois, elle sonnait comme elle le devait. Une voix sans jugement, marquant le temps plutôt que le péché. Elle sentit un contentement doux et imparfait l'envelopper comme un châle. Le village, ordonné et incurablement humain, trouverait toujours de nouvelles fautes à expier et de nouveaux ragots pour les racheter. Et elle, comme toujours, serait là, à l'écoute du léger tremblement sous la respectabilité, de l'avertissement silencieux avant le prochain coup de cloche. Car dans chaque village, pensait-elle, il y a toujours une cloche qui attend d'être sonnée.